nous avons le plaisir, dans ce grand amphithéâtre que je vois déjà très rempli, eh bien de venir vous parler du marché de la fibre et des entreprises. Alors le vecteur finalement de cette première table ronde de l'après-midi, c'est le baromètre de la fibre en entreprise qui est réalisé par Covage et Infranum et réalisé par l'IFOP depuis 2019 désormais, donc on en est à la 6e édition, ce qui est finalement extrêmement intéressant puisque ça nous permet d'avoir un suivi dans les chiffres qui vous sont présentés, de voir la progression finalement de ces chiffres au fur et à mesure des années et le discours des différents acteurs qui changent en fonction justement des attentes des entreprises. Alors ce sondage qui nous sert de support finalement pour cette table ronde, il est réalisé auprès de 800 entreprises françaises, représentatives en termes de taille et de distribution géographique des entreprises françaises de 0 à 250 salariés. Et donc il est extrêmement intéressant, et d'ailleurs l'IFOP nous le confirme tous les ans, il est très représentatif au niveau statistique du coup de ce que l'on peut constater dans la population des entreprises françaises. Alors je vais être aujourd'hui accompagné d'interlocuteurs que je vais vous présenter tout de suite. On va avoir deux parties dans cet échange et dans cet après-midi. Une première partie qui va être très liée à l'historique de notre baromètre qui concerne l'adoption de la fibre par les entreprises françaises. Et puis une deuxième partie dans un deuxième temps donc, que l'on a travaillé plus spécifiquement cette année en enrichissant du coup notre sondage pour parler plus des usages. On aura l'occasion d'y revenir dans la présentation. Le sujet des usages est probablement celui qui finalement est le plus de créateur de valeur pour les entreprises françaises, et c'est pour ça que nous pourrons y revenir dans cette deuxième partie. Alors je serai accompagné au niveau de la table ronde, si ça veut bien passer, c'est moi, donc par 6 intervenants de qualité que je remercie énormément d'être là aujourd'hui. Donc nous avons notamment Damien Michelet, sénateur de l'Isère et président de la CSNP. Nous avons Marlène Ledieu-Deville, qui est vice-présidente d'Intercommunalité de France en charge des sujets numériques et vice-présidente de la communauté de communes de Lac-Orthez. Nous avons Maxence Desmerlet, du MEDEF, directrice du numérique, et également, je crois, nouvelle membre du CSNP. Nous sommes également accompagnés de Soline Olzanski de Yellow, directrice commerciale et marketing, de Stéphane Delamotte du groupe Inherent pour Adista, et également de Joël Mécantar, du coup, qui est adjoint à la mairie de Dijon, et donc du coup qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui et de nous accueillir dans cette belle ville de Dijon, et qui est en charge plus particulièrement des sujets numériques pour la ville de Dijon. Alors passons tout de suite dans le vif du sujet. Nous allons du coup commencer cette présentation, comme je vous disais, par la suite de ce baromètre que nous réalisons pour la 6e fois sur l'adoption de la fibre par les entreprises françaises. Qu'est-ce que veulent nous dire en 2025 les entreprises sur le sujet de la fibre ? Alors le premier chiffre, c'est notre indicateur classique, celui que nous présentons désormais pour la 6e fois, et il est extrêmement intéressant. On obtient cette année 83% des entreprises qui se disent être fibrées. Donc fibré, c'est au sens large. Cette question concerne tous les types de fibres existants, que ce soit du FTTH, du FTTO, du FTTE. Nous ne rentrons pas à ce stade dans la distinction, nous pourrons en reparler plus tard dans la présentation. Ce 83%, il est intéressant à double titre. D'une part, puisque désormais, nous avons un taux d'entreprises fibrées qui est supérieur à celle du grand public. Je crois que les derniers chiffres de l'ARCEP indiquaient un taux de couverture du grand public de 79%. Et c'est justement un des sujets qui nous inquiétait dans les années passées pour ceux qui avaient eu l'occasion de venir à ces présentations. Quand on se reprojette 2 ans en arrière, on était encore assez en retard sur le taux d'adoption de la fibre par les entreprises. Et on voit que cette croissance continue d'avancer. On a quand même plus 8 points par rapport aux chiffres de l'an passé, ce qui montre finalement une dynamique toujours soutenue de raccordement des entreprises à la fibre. Alors, bien entendu, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, on va chercher à aller un petit peu plus loin dans les chiffres, et le premier niveau supplémentaire qui nous a intéressés, c'est de regarder 2 choses. Est-ce que cette valeur est la même selon les différents types de territoires en France, et est-ce qu'elle est la même en fonction des différentes tailles d'entreprises ? Alors sur les territoires, il y a vraiment une avancée très très significative en cette année 2025 et qui est même extrêmement marquante d'un point de vue psychologique. Puisque du coup, le taux d'adoption de la fibre dans les territoires ruraux a désormais rattrapé celui des grandes villes françaises.
Alors la périphérie parisienne est encore un petit peu en avance, mais en revanche, de la même façon, on voyait les territoires ruraux en retard dans les années passées. Par contre, on voit désormais depuis 3 ans, avec la complétude des réseaux FTTH notamment, le taux d'adoption de la fibre dans les territoires ruraux qui augmente très très fortement. Et donc ce sujet peut nous poser quelques questions. Déjà, la première, c'est eh bien, où va se situer l'asymptote. On espère finalement voir ce taux tendre vers les 100%, mais nous allons en reparler tout à l'heure. Tout n'est pas gagné, il y a encore beaucoup de travail de conviction à faire. Et puis surtout, on peut se poser la question aussi de pourquoi est-ce que cette croissance n'est plus aussi soutenue dans les grandes villes françaises, puisque, bien entendu, la fibre est largement disponible, mais peut-être que toutes les entreprises n'ont pas encore pleinement conscience des usages qu'elles peuvent mener au travers de l'accès à la fibre. Et puis, il reste peut-être également, on aura l'occasion d'en reparler dans la table ronde, des difficultés à surmonter, y compris dans les grandes agglomérations. Sur la répartition par taille d'entreprise, pour le coup, nous sommes sur des chiffres plutôt classiques. Les grandes entreprises sont plus fibrées que les petites, mais de la même façon, la tendance à noter, c'est que les TPE ont vraiment pris le parti de la fibre et le virage de la fibre, puisqu'elles sont désormais 81% des entreprises de 1 à 5 salariés à être fibrées. Alors, le sujet de la fibre, il est aussi extrêmement intéressant. On est avec Infranum forcément extrêmement sensible à la dynamique du marché, à la dynamique des acteurs, à ce que chaque acteur trouve sa place et apporte ses solutions finalement aux différentes entreprises françaises. Et on a un mouvement extrêmement fort cette année sur le nombre d'entreprises qui envisagent de faire jouer la concurrence et de changer d'opérateur lors du passage à la fibre. Il est vrai finalement qu'avec la transition technologique, le redéploiement d'une infrastructure, c'est l'occasion de se poser la question de son opérateur et de savoir comment est-ce qu'on veut être accompagné. Depuis quelques années, nous avions à peu près entre 41 et 43% des entreprises qui envisageaient de faire jouer la concurrence lors du passage à la fibre. C'est plus 10 points cette année en 2025. Nous sommes à 53% d'entreprises qui nous disent vouloir faire jouer la concurrence. Ça nous donne aussi un message sur le fait que les dernières entreprises qui ne sont pas passées à la fibre ne sont peut-être pas totalement satisfaites de leur opérateur et de l'accompagnement qui va derrière. En revanche, et ça c'est un point à noter, une fois que la fibre a été déployée dans une entreprise, elles ne sont que 7% à vouloir envisager la remise en concurrence. Et donc c'est extrêmement important de voir que l'écosystème, les acteurs publics, l'ARCEP, se mobilisent en ce moment, dans ces prochaines années, ces prochains mois, pour favoriser la remise en concurrence, car c'est maintenant que se joue la remise en concurrence du marché des télécoms d'entreprise. En revanche, il y a toujours des entreprises qui n'ont pas basculé. Alors elles sont de moins en moins nombreuses, mais pour 30% d'entre elles, elles nous disent de ne pas vouloir basculer volontairement à la fibre. Et ce chiffre, il est quand même assez étonnant. Je ne sais pas s'il vous interpelle, mais moi, il m'interpelle tous les ans. C'est un chiffre qui montre finalement que tout le monde n'a pas encore compris ce que l'on pouvait faire avec la fibre. Il est vrai qu'on a beaucoup, et je m'inclus dedans en tant qu'opérateur télécom, vendu la fibre comme étant la panacée. En réalité, la fibre n'est qu'un support et n'est qu'un vecteur pour les usages. On aura l'occasion d'en reparler dans la deuxième partie de la table ronde. Et quand on entend 30% des entreprises non fibrées qui nous disent ne pas identifier, ne pas vouloir basculer volontairement, ça nous pose des questions. Et surtout, cette année, ce qui est extrêmement marquant, c'est que la moitié de ces entreprises, en fait, nous indiquent qu'elles n'ont pas de besoin identifié, qu'elles n'ont pas compris à quoi servait la fibre. Et ça, c'est une vraie question, parce que si elles n'ont pas compris à quoi servait la fibre, c'est qu'elles n'ont pas compris à quoi servaient les usages digitaux, ce qu'elles vont pouvoir en faire, et comment est-ce qu'elles peuvent en faire bénéficier l'attractivité de leur entreprise. Le deuxième sujet qui apparaît, comme à peu près tous les ans, c'est le sujet de l'éligibilité. 16% de ces entreprises nous disent qu'elles n'ont pas encore identifié d'éligibilité fibre à leur adresse. Je crois qu'on pourra en reparler dans la table ronde. Il y a des vrais sujets sur l'éligibilité qui ne sont pas que liés au déploiement et à la disponibilité des infras, mais aussi à savoir comment est-ce qu'on est éligible et comment est-ce que finalement on a une adresse qui correspond dans un référentiel à celle qui va être réellement l'adresse de l'entreprise pour pouvoir commander une fibre. Ensuite, on va parler qualité de la fibre, qualité des réseaux, qualité des infrastructures. Il y a un chiffre qui m'a marqué, c'est la deuxième fois qu'on pose cette question, et pour le coup, il est très similaire à celui de l'an dernier. 82% des entreprises nous indiquent avoir un impact direct en cas de coupure de leur accès télécom. Alors on pourrait se dire, c'est normal, mais ça ne va pas de soi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui perd son accès télécom, elle a un impact en termes de chiffre d'affaires, en termes de productivité, et donc toute heure de coupure a un impact direct sur son activité. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, et on va regarder comment est-ce que les entreprises, justement, cherchent à répondre à cet enjeu, à répondre au sujet de la disponibilité du service, et pas seulement celui de la qualité et la performance de l'accès. Et donc, on a posé des questions sur quel type d'offre vous choisissez, quel type d'offre vous demandez à votre opérateur. Ce qui est intéressant,
c'est de voir que la très grande majorité, 79% des entreprises, nous disent vouloir souscrire une offre dédiée aux entreprises. Et on voit que le sujet qui croît le plus, c'est celui d'une offre de fibre pour les entreprises. Que ce soit du FTTH Pro, que ce soit de la fibre dédiée, du FTTO, tout ça, on va y revenir juste après. Le deuxième point, et peut-être pour casser un mythe que j'entends très régulièrement dans les discussions que nous pouvons avoir entre nous ou dans des tables rondes, dans d'autres événements, j'entends beaucoup dire que l'avenir de la fibre passe majoritairement par le FTTH et que finalement le FTTO va disparaître puisque toutes les entreprises vont chercher d'abord et avant tout à avoir une solution économique et qui est vraie, relativement performante en termes de débit, qui est le FTTH. Ce n'est pas ce que nous disent les entreprises que l'on sonde, puisque du coup, dans les entreprises qui ont recours à une solution de fibre, elles sont quand même 34% d'entre elles à nous indiquer vouloir une offre avec une garantie de temps de rétablissement en moins de 4 heures et un débit garanti, ce qui correspond à des solutions de type FTTO et FTTE. C'est important de le noter, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler avec vous. Tous les besoins doivent être couverts par différentes technologies. Et il y a besoin pour les entreprises d'avoir des accès qui fonctionnent, de qualité, et le FTTO, au contraire, permet de répondre à ces enjeux. Et donc 34% des entreprises qui nous répondent avoir envie de FTTO, si on le ramène au panel global, c'est 26% des entreprises. Ça n'est pas négligeable, et on le constate tous les jours, nous, en tant qu'opérateurs, nous avons une demande d'accès de qualité qui est extrêmement forte. Le deuxième sujet pour se protéger finalement de ces sujets de coupure, c'est le sujet de la gestion des backups, des accès de secours, de la multiplicité des accès. Aujourd'hui, la GTR, la garantie de temps de rétablissement, n'est plus suffisante. Ça a été la panacée des télécoms pendant des années, ça a été le marqueur essentiel de différenciation entre les offres entreprises et les offres grand public. Aujourd'hui, ce n'est plus suffisant, puisqu'on l'a vu, 82% des entreprises nous indiquent subir directement un impact en cas de coupure de l'accès fibre. Eh bien, ces entreprises aujourd'hui cherchent à mettre en place des solutions de secours. Pour 8% d'entre elles, cela passe par le fait de mettre 2 accès fibres, voire plus dans certains cas, sur le site de son entreprise pour s'assurer qu'en cas de coupure d'un des accès, le deuxième puisse prendre le relais. Le deuxième sujet qui revient très fort, c'est le sujet de la sécurisation par des accès de type 4G, 5G ou satellite, puisqu'elles sont 22% des entreprises à nous dire solliciter leur opérateur pour mettre en place un accès de secours via une solution hertzienne, qui est un peu plus économique que le fait d'avoir 2 accès fibres, mais qui permet quand même de garantir un niveau de fonctionnement minimum en cas de coupure de l'accès nominal. Alors, l'autre sujet, c'est est-ce que les entreprises sont bien informées? Est-ce qu'elles sont bien accompagnées sur ces sujets de la compréhension des offres? Vous l'avez vu, ce n'est pas forcément évident de se s'y retrouver dans la jungle du jargon des télécoms, dans la manière dont sont pensées les offres, dont elles sont conçues par les opérateurs. Alors globalement, on le voit, les entreprises sont plutôt bien informées, en tout cas c'est ce qu'elles nous indiquent. 82% d'entre elles nous disent qu'elles sont aujourd'hui au courant des offres qui sont adaptées pour leur entreprise. Toutefois, elles sont quand même 18%, et 18% ce n'est pas négligeable. Et quand on le regarde sur les entreprises de plus petite taille, on obtient des taux sur les TPE qui est plutôt autour des 35%, d'entreprises qui nous disent ne pas être correctement informées. Alors pourquoi? Parce que souvent, le prescripteur dans l'entreprise, c'est le dirigeant, que le numérique, le télécom n'est pas forcément son domaine de prédilection, et qu'il est vrai quand, en tant qu'opérateur, on vient jargonner pour parler vulgairement finalement, et qu'on ne lui explique pas exactement ce qu'il achète, eh bien ça peut poser des questions. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais c'est un vrai sujet. La compréhension de ce que l'on achète, la simplicité des messages et la simplicité de la compréhension des architectures télécom est un des enjeux pour être bien accompagné et favoriser le développement des usages. D'ailleurs, on le voit, tous les ans c'est la même chose. Quand on interroge les entreprises sur qu'est-ce qui fait le choix de leur opérateur télécom, qu'est-ce qui va les importer dans la solution, eh bien le sujet de la qualité de l'accès télécom est le sujet qui revient très nettement en tête. Les 4 premiers sujets, la fiabilité du service, la rapidité de réparation, la qualité du service client et le débit sont des sujets attraits à la qualité. Le sujet du tarif intervient beaucoup plus tard dans leurs préoccupations. Alors peut-être aussi parce qu'en faisant jouer la concurrence, on obtient désormais des tarifs qui sont très avantageux, mais il est vrai que le sujet, finalement, c'est un peu comme les assurances, les télécoms. Quand on a un accès qui fonctionne, eh bien on crée de la valeur. Et ça, c'est un sujet qui est important et qui est bien perçu aujourd'hui par les entreprises. Enfin, la dernière question de cette première partie, c'est sur le sujet de la fin du cuivre. On n'en a encore pas beaucoup parlé, j'imagine, aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet dans lequel on est confronté. On a les premiers lots de fermeture du cuivre qui ont eu lieu, le sujet va s'accélérer. Et là, pour le coup, quand on interroge les entreprises pour savoir si elles sont bien informées sur le plan de fermeture du cuivre, elles sont tout de même 41%
à nous dire que pour l'instant, elles n'ont pas d'informations suffisantes sur ce sujet. Et ça, c'est un sujet qui est important, puisqu'une entreprise, c'est plus difficile que pour un particulier de changer d'opérateur, de changer d'offre fibre. Il faut s'y préparer, il faut le budgéter, il faut mettre en place du coup tout un plan de transition. Et donc, c'est notre enjeu à tous aussi de savoir communiquer sur ces enjeux qui arrivent, qui sont concrets, pour éviter que des entreprises se retrouvent finalement coincées dans cette migration et n'aient pas pu anticiper les différents sujets. Alors, je vais passer désormais avec les participants de la table ronde pour leur poser quelques questions sur les sujets qu'on vient aborder dans cette première partie, et nous aurons l'occasion de parler des usages dans un deuxième temps. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Peut-être pour commencer, je vais faire donc honneur à Monsieur Michalet, du coup en vous posant peut-être une question extrêmement importante. Quelle place occupent aujourd'hui les usages numériques dans les travaux de la CSNP ? Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation à participer à cette table ronde. C'est vrai que dans la séquence, j'ai un peu plus de temps qu'il y a 15 jours. Mais je suis impatient de retrouver un agenda encore plus chargé. Alors d'abord, vous dire que le numérique au Parlement est porté par plusieurs commissions, que ce soit au travers de l'entité Assemblée nationale ou celle du Sénat. Et puis il y a cette commission supérieure, un peu particulière, Commission supérieure du numérique et des postes, la CSNP, qui est composée de sénateurs et de députés, ainsi que de 3 personnes qualifiés, extérieurs au monde politique. Et cette commission travaille donc sur les sujets postaux, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, et sur les sujets numériques. Et le job de cette commission, en fait, c'est de préparer le Parlement ou de sensibiliser le Parlement sur des sujets qui peuvent être traduits en éléments législatifs. Alors sur le numérique, on a une approche très consensuelle. Alors la CSNP est représentée par tous les courants de l'Assemblée nationale, tous les courants du Sénat, et ça se passe très bien. Parfait. Juste sur l'approche de la CSNP, en fait, sur les sujets du numérique, on aborde les sujets sans un concept particulier, sur 3 sujets. D'abord infra, ensuite la filière de production, IA, software, etc. Et puis les usages, que ce soit les usages professionnels ou les usages particuliers, avec un pilier en fait qui guide notre réflexion, qui est la souveraineté dans nos infras, dans nos usages, mais aussi dans notre production numérique. Très bien, merci beaucoup. Et en effet, je pense que c'est important d'avoir au niveau des pouvoirs publics, au niveau de l'État, des personnes qui réfléchissent et qui portent conseil justement sur ces sujets du numérique qui sont extrêmement importants pour le développement. On y est confronté tous les jours en tant qu'acteur de cette filière. Et c'est vrai que parfois, trouver les bons interlocuteurs qui sont capables de porter les bons messages auprès de nos représentants publics, c'est des sujets qui sont très importants pour nous. Madame Le Dieudeville, peut-être j'ai quelques questions également. Alors vous êtes la représentante des intercommunalités de France aujourd'hui avec nous, et du coup ces intercommunalités ont un rôle d'aménagement du territoire et le numérique y joue une place extrêmement importante. Comment est-ce que vous percevez aujourd'hui le succès et puis également faire un petit bilan justement de l'état actuel des réseaux fibres? On arrive finalement à une avancée très forte des déploiements des réseaux FTTH. On a des réseaux FTTO qui sont existants sur une bonne partie du territoire. Quelle est votre vision finalement d'acteurs publics sur le sujet? Alors, je vais intervenir sur 2 niveaux. Les intercos en général ont aussi une grosse compétence développement économique, donc pour nous c'est un vrai sujet, hein, les infrastructures. Développement économique, c'est tout ce qui est l'immobilier d'entreprise, mais surtout nous travaillons sur le ménagement des zones d'activité. C'est un peu une grosse activité, donc au niveau des intercommunalités de France et des intercos, le sujet des infras nous intéresse bien sûr pour les particuliers avec le FTTH. On fait partie de la commission nationale du réseau fixe et du réseau mobile. Mais ça nous intéresse aussi pour les entreprises. Donc effectivement, c'est bien parti, en tout cas le déploiement, mais nous, élus, et moi surtout élus de terrain, on a affaire au sujet qui ne marche pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est le plus important. Ne serait-ce qu'en termes de déploiement,
on a des grandes métropoles où plus ou moins, le déploiement est plus ou moins à l'arrêt ou très ralenti, où même mes collègues élus ne savent pas, mes collègues d'Interco de métropole, que la fermeture commerciale du cuivre, normalement, doit intervenir l'année prochaine. Ils ne le savent pas, j'en ai parlé non, c'est pas vrai, parce que eux, de toute façon, ils sont pas terminés, donc ils font partie des exceptions, mais des problèmes, c'est quand même la méconnaissance globale. On l'a vu, en effet, dans les questions et dans les réponses qu'on vient de présenter. Voilà, et après, c'est les derniers mètres, on va dire, qui sont les plus difficiles à mettre en place. On doit beaucoup se battre à tous les niveaux pour faire admettre que on ne peut pas, nous on est là pour que tout le monde puisse avoir la fibre, disons, assurer l'intégrité, l'équité territoriale, que ce soit le particulier ou l'entreprise, tout le monde doit être mis sur le même pied, et on a des difficultés pour arriver au bout, et on a des difficultés aussi pour tout ce qui va être maintenant les derniers raccordements, et nous on exige de la fiabilité. C'est une question d'attractivité. Une interco ou une commune, là je parle pour l'ensemble, qui n'a pas un réseau complet et de qualité, et c'est des entreprises qui ne viennent pas ou qui partent. Et c'est aussi des télétravailleurs, parce qu'il ne faut pas l'oublier pour nous. On a beaucoup partout, dans nos villages, justement, ce qui a permis le déploiement de la fibre et tout ce développement des usages, ce qui a permis d'avoir quand même, de pouvoir dématérialiser totalement même la présence d'un certain nombre de personnes, pouvoir faire des réunions en ligne, pouvoir télétravailler tout simplement. Et donc c'est très important pour nous. Et nous avons, parfois de vraies difficultés, une entreprise comme un particulier qui vient nous voir en disant, ou bien, maintenant on n'en est plus tellement à quand est-ce que ça arrive, mais mon opérateur me dit, et que ce soit une entreprise, là j'ai actuellement ça, je veux souscrire à la fibre, mon opérateur me dit, non, il y a un problème, il y a un couac, c'est sur votre domaine privé, vous devez payer, entreprise paye. Ah non, finalement, c'est pas le bon endroit, c'est sur la chambre qui est sur le parking de l'entreprise voisine que ça va mal. Donc, ils vont demander des autorisations à l'entreprise, il se passe des semaines, ils font des travaux, ça ne va pas non plus. Là, on lui dit, il y a des problèmes de génie civil, donc c'est l'opérateur d'infrastructure qui doit intervenir. Ça fait un an. Et ils viennent nous voir, ils ne savent plus. Pour finir, la prise est gelée, et l'opérateur qui explique à l'entreprise, écoutez, la prise est gelée, notre offre est caduque. Quand vous aurez réglé votre problème, vous reviendrez vers nous. Et en attendant, allez voir votre maire, le maire. Ce maire, bien sûr, comme tout le temps, il se retrouve un petit peu comme un idiot. Fait appel à l'interco. Au niveau de l'interco, on a parfois plus de répondants. Et c'est là où aussi on joue un rôle important. Là, nous avons fait appel à notre SMO qui est en charge du déploiement et qui est encore en train de mener l'enquête. Mais enfin, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas de process existant, et c'est nous ce que nous demandons. Un vrai process, que ce soit pour le déploiement, mais surtout quoi répondre. Si on veut, nous, inciter les particuliers comme les entreprises à passer à la fibre, il faut qu'on puisse garantir que tout va bien se passer, et que si ça se passe mal, savoir à qui s'adresser et comment se le faire, et surtout quel délai. C'est le plus important. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce témoignage extrêmement enrichissant qui, je pense, reflète bien ce qui se passe dans les territoires. Alors peut-être, Madame Ozanski, pour répondre à ça, alors vous êtes, vous, chez Yellow, opérateur plutôt FTTO. C'est vrai que les problématiques du FTTH, vous les rencontrez un petit peu moins, mais finalement, ces sujets d'infra, ces sujets de déploiement de la fibre, d'accès aux infrastructures, vous les rencontrez, j'imagine, tous les jours. Quels sont pour vous les freins à la migration qui existent encore? Comment est-ce que vous essayez de les contourner du coup en tant qu'opérateur d'infrastructure? Alors, bonjour à tous. Merci de nous recevoir. Donc, Yellow est un opérateur national d'infrastructures télécom au service d'opérateurs commerciaux qui eux-mêmes servent les entreprises. Donc, on est vraiment sur le marché entreprise, mais également les data centers et les collectivités. Nous, on était un petit peu surpris, comme vous, par les résultats de l'étude. Les freins à l'éligibilité, on en connaissait 3 historiquement. Le premier, c'était l'éligibilité. Là-dessus, on a tous beaucoup progressé, et il y a eu aujourd'hui un grand nombre d'acteurs sont éligibles, en FTTO en particulier,
sur 80% du territoire, en tout cas c'est notre cas, et on s'engage à déployer sous 4 semaines. Donc on a résolu une très grande partie, sauf quelques zones un peu particulières, mais nous n'avons pas non plus de mission de puissance publique, alors voilà, il faudra qu'on discute à la fin. Mais sur la partie éligibilité, on a réussi à peu près à cerner le sujet. Sur la partie tarifaire aussi, puisque jusqu'à il y a très peu de temps, finalement, le prix était un sujet et les offres FTTO, comme on l'évoquait tout à l'heure, étaient quasiment intouchables pour la plupart des acteurs. Aujourd'hui, l'arrivée de pas mal d'acteurs et également le déploiement des réseaux fait que finalement, le FTTO, on en parlera sans doute plus tard, est devenu vraiment à la portée de chacun et de tous. Et ça, c'est un point qui est important parce que le prix n'est plus un obstacle. Le troisième sujet qui était historique, c'était la lisibilité des offres. Vous en avez parlé tout à l'heure, on pourra en reparler aussi, parce qu'on est encore avec une forme un peu d'écran de fumée. Et ça, c'est vraiment un frein très important, je pense, à ce que les gens soient rassurés parce qu'ils ne savent pas bien où ils vont. Après, on a tous quand même été surpris par la planche qui était montrée sur les personnes qui n'ont pas migré. Qui sont les 43% qui traînent encore, on ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi. On n'a pas exactement leur profil, ce serait intéressant qu'on creuse un peu pour savoir si c'est plutôt des ruraux ou des secteurs particuliers. Ce serait un point important. Moi, en tout cas, de notre expérience, on a rencontré plusieurs types de choses. Ce que je crois de cette expérience et des passés, c'est que d'une part, la migration est toujours un moment de stress pour les acteurs. Ils ont toujours peur d'avoir des frais et des coûts indirects non pris en compte. Pour une petite structure, qui a pas mal de ce qu'on appelle le legacy, donc d'historique divers et variés. Le fait d'avoir un ascenseur, une porte, un machin, un truc, un bidule qui n'est pas compatible, ça va leur faire changer finalement une partie de leur récit. Et donc finalement, d'un projet de juste intervertir un cuivre, un lien cuivre par un lien fibre, on passe à autre chose. Donc ça, c'est un premier point d'explication qui peut être important. Il y a un deuxième point qui est plus côté des opérateurs de services. Donc là, c'est plutôt dans l'Assemblée, je veux dire, qui est lié au fait que d'une part, ce sont des projets de longue haleine qui sont très lourds de migrer de la fibre. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de travail et de suivi à réaliser pour migrer tout le monde, des parcs entiers, du cuivre vers la fibre. Et c'est un travail très peu rémunérateur. Et non seulement il est très peu rémunérateur, mais en plus, les opérateurs de services, pour être très honnête, craignent tous un énorme churn, c'est-à-dire une perte de valeur qui est liée au fait qu'un grand nombre de liens ne sont plus utilisés dans la réalité, ou qu'en tout cas leurs clients se rendent compte qu'il y a une difficulté là-dessus, et donc eux-mêmes craignent ce point-là. Troisième point, une forme d'instabilité aussi politique, sans vouloir, et économique globale, qui fait qu'on a vu un ralentissement des gros projets chez nous, mathématiquement, enfin sur la courbe, je peux vous dire à quel moment ça s'est arrêté, à quel moment ça reprend. Et ça aussi, ça a eu un impact sans doute pas total, mais ça a pu jouer sur le ralentissement. Que peut-on faire collectivement là-dessus ? C'est un point qui est problématique parce que d'une part, comme vous le disiez, on va se retrouver tous face à la falaise et face au mur. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, collectivement, en termes de filière et finalement de concitoyens, on sait bien que si les entreprises n'ont pas la fibre, elles n'auront pas accès aux usages. Si elles n'ont pas accès aux usages, elles n'auront pas accès à la vague du numérique, à la vague de l'IA. Et finalement, c'est un frein qu'elles n'arrivent pas à passer, quoi. Donc, en tant que filière, il y a plusieurs choses. La première, c'est la lisibilité des dates de migration. Il faut vraiment que les choses soient connues. La seconde, c'est qu'entre nous, et on en reparlera, il y a vraiment une lisibilité sur les offres et sur ce qui est accessible et quel est le niveau de résilience qu'il faut avoir. Il faut voir que les gens sont quand même nerveux à changer, à bouger, au changement. Et finalement, ils se retrouvent d'un opérateur unique qui est Orange, qui a toujours tout géré, de l'infrastructure au service, qu'ils pouvaient appeler, ce que vous disiez tout à l'heure, à une solution où finalement, demain, ils vont se retrouver avec une chaîne de personnes non connues qu'ils ne pourront pas appeler, dont on leur a dit pique-pendre un peu partout depuis des années. Et donc, du coup, ça aussi, ça génère. Donc, il faut savoir à quelle date ça migre. Il faut pouvoir apporter des offres qui soient lisibles. Ce qu'est du FTTO, ce qu'est du FTTH, pourquoi on choisit l'un, pourquoi on choisit l'autre, ce qu'apporte ou ce qu'apporte pas le backup 4G, parce que c'est pas non plus... il y a du satellite aussi, si on veut, c'est très précieux dans certaines zones, mais ça répond pas à tous les besoins si vous voulez faire de l'IA derrière, quoi. Enfin, voilà. Et dernier point, je pense qu'il y a un accompagnement à avoir. Nous, on met en place des accompagnements, et c'est des points qu'on peut faire en filière, et nous qu'on fait côté Yellow, vis-à-vis de nos partenaires, c'est vraiment de mettre en place des cellules projets pour accompagner les opérateurs et les entreprises, pas à pas, prendre en charge finalement cette gestion au quotidien, parce que si on ne s'y met pas tous, on ne migrera pas.
Merci. Merci beaucoup. En effet, on a un vrai rôle de filière à jouer tous ensemble. On doit travailler ensemble. On est parfois clients, fournisseurs, concurrents. En réalité, on a un enjeu commun, hein, c'est celui de la transformation digitale des entreprises. Et je pense que plus on arrivera à se parler, à se coordonner, à simplifier nos messages, meilleure sera de toute façon la qualité du service qui sera rendu. Monsieur Mekantar, peut-être je me tourne vers vous. Vous êtes un témoin de ces grandes agglomérations de provinces finalement qui sont citées dans le baromètre et qui sont celles sur lesquelles on voit qu'elles sont petit à petit rattrapées par les territoires ruraux en termes de pénétration de la fibre. De votre vision, avec votre expérience sur la ville de Dijon, est-ce que les entreprises vous semblent bien servies en termes d'infrastructures numériques ? Est-ce que vous mettez en place des politiques publiques aussi pour les accompagner, les aider, trouver des solutions ? Et peut-être, je crois que c'est un de vos sujets de prédilection, est-ce qu'on peut aussi parler de fracture numérique au niveau des entreprises, comme on peut parfois en parler au niveau des particuliers ? Merci tout d'abord de votre invitation sur cette table ronde. Sur la fracture numérique, effectivement, c'est un sujet qui me tient à cœur, mais ce sujet, il existe un petit peu partout. Vous avez parlé de la fracture entre les territoires, entre ceux qui étaient jadis les territoires ruraux et qui, dans votre baromètre, ont rattrapé les grandes agglomérations. Bon, nous, notre vision, c'est de rendre la fibre accessible à tous, et au-delà, j'allais dire, de la métropole, hein, puisque, alors, sur le déploiement, on a commencé il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, enfin plus que ça, oui, par un appel à manifestation d'intention d'investissement, une amie, alors avec l'opérateur historique, mais l'opérateur historique travaillant avec l'ensemble des opérateurs, si bien qu'il n'y a pas un seul opérateur, il y a un réseau fibré qui a été établi pour l'ensemble de la métropole, à l'époque agglomération, puis communauté urbaine et aujourd'hui métropole. On a subi toutes ces évolutions-là, ce qui fait que de plus en plus de citoyens, le FTTH vous parliez, ou d'entreprises ont accès facilement à la fibre avec des réseaux. J'avais lu des statistiques d'organismes spécialisés sur la qualité du débit qui sont assez impressionnants. J'ai fait aussi des statistiques personnelles avec mes enfants quand elles se promenaient un petit peu dans des grandes villes comme New York, par exemple, sur l'accès Internet, au téléphone, etc., en disant « oh là là, ça rame un peu dans certaines grandes villes dont on pourrait penser qu'elles sont super équipées ». Et à Dijon, on avait la chance d'avoir de très bons débits. Nous, l'intérêt du déploiement de la fibre, ça a été effectivement, bien sûr, de pouvoir le déployer pour les entreprises. Toutes nos zones industrielles sont équipées. La fibre entre bâtiments, la fibre aussi, on n'en parle pas beaucoup, on est plutôt entreprise là, mais il y a tout l'aspect service. Et moi, dans le service, je mets aussi, par exemple, les hôpitaux. Hein, quand on développe la télémédecine, c'est hyper important qu'on soit sur un site où on puisse opérer à distance. Je connaissais des gens qui ont opéré, par exemple, depuis Dijon, des personnes qui se trouvaient dans d'autres pays et vice-versa. Avec la robotique, avec tout ce qui se passe maintenant, l'évolution, ça va encore se développer. Bon, vous m'avez dit donc infrastructure, enfin égalité territoriale, lutte contre la fracture numérique. Bon, et il y a aussi un point moi qui m'a interpellé dans ce que vous avez présenté, c'est comment se fait-il qu'il y a encore un pourcentage élevé de gens qui sont rétifs à la fibre dans les entreprises ou ailleurs? Alors, il y a peut-être les gens qui ont peut-être une barrière, j'allais dire culturelle, ça peut exister, mais il doit aussi y avoir des gens qui disent « moi, je ne veux pas y aller » pour des raisons liées à la sécurité des données, la sécurité informatique. Et je pense que quand on est dans un business, son fichier client, par exemple, c'est quand même la clé du métier, quel qu'il soit. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont encore, craintifs par rapport à la solution. Est-ce qu'on ne va pas me pirater mes données? Etc. Et quand on voit, alors il y a eu des choses qui ont été prises au niveau européen, Nice 1, avec toute la déclinaison des... je suis professeur de droit public, hein, c'est pour ça que c'est des choses qui m'intéressent. Nice 2, qui est en panne de transposition, pas au Sénat, puisque c'est adopté en mars 2025, et pour l'instant...
ça pédale un peu, j'allais dire, du côté de l'Assemblée, c'est pas encore à l'ordre du jour. Et ça, c'est hyper important, parce que je pense qu'à partir du moment où on aura assuré la sécurité informatique, on va voir une partie de ce pourcentage que vous avez cité qui va fondre petit à petit. Et puis, bien sûr, l'idée de maîtriser nos données chez nous, j'allais dire, dans nos clouds nationaux, dans nos systèmes de data centers locaux, pour pas que ça se balade. Le cloud, ça n'existe pas, hein, il n'y a pas de nuage, il y a une réalité dans un endroit donné, et qu'on ne se fasse pas aspirer ces données par l'extérieur. Voilà quelques éléments que je voulais mettre en partage. Merci beaucoup. Et alors pour le coup, c'est une très bonne transition vers la deuxième partie. On verra tout à l'heure sur ces sujets. Peut-être avant, Madame Desmerlet, du coup, vous êtes la représentante du MEDEF et donc vous êtes finalement au contact des entreprises sur notamment ces sujets numériques. Alors on le sait, l'accès à la fibre est indispensable pour le développement des usages, mais le vrai sujet fondamental, c'est le développement des usages. Est-ce que aujourd'hui, les entreprises vous semblent bien conseillées de manière générale sur les sujets numériques ? Alors j'espère que nous, le MEDEF, on les conseille bien, mais bon, on ne dépasse pas notre limite, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le travail que l'assistance doit faire vis-à-vis des entreprises, bien entendu. On essaye d'éveiller leur attention sur les grandes échéances et les grandes transformations technologiques, c'est vraiment notre objectif. On est une petite équipe au MEDEF national, mais on est relayé partout en France par les MEDEF territoriaux et aussi bien sûr par les fédérations. Donc ce qu'on constate, nous, le même étonnement, on ne comprend pas très bien pourquoi il reste quasiment un tiers des entreprises qui ne souhaitent pas basculer. On a pris en main l'information justement sur la fin du cuivre dès l'année dernière avec un webinaire qui est diffusé, qui est en replay aussi sur notre plateforme pour nos adhérents. On en refait un, enfin on participe à un prochain webinaire que France NUM organise. On est en partenariat avec les services de l'État sur ce sujet. Nous, on souhaite effectivement que les entreprises au plus près du territoire puissent être prévenues, parce que je suis un peu comme Madame Le Dudeville, je suis à portée de baffe, c'est-à-dire qu'effectivement, la question, c'est qu'on se retourne vers nous localement pour nous dire mais que faites-vous, pourquoi vous ne nous avez pas prévenus. Alors nous, on a créé une carte interactive. Du coup, parce qu'on a cette problématique dans un département, ou en tout cas dans un périmètre MEDEF, toutes les communes ne basculent pas en même temps. Et paradoxalement, moi je trouve que ça crée un peu de perturbation, qu'il n'y ait pas une unité d'action de temps et de lieu. C'est-à-dire que peut-être que toute la France ne peut pas basculer, c'est certain, et effectivement, il faut que la fibre soit déployée. Mais c'est un petit peu dommage que ça ne soit pas sur des zones géographiques un peu plus importantes, puisque nous, par exemple, au MEDEF, c'est justement pour aider nos adhérents qu'on a fait cette carte interactive. Or, une entreprise, elle peut très bien être déployée sur plusieurs communes partout en France. Et donc, moi, j'avais expliqué à l'époque, effectivement, à nos interlocuteurs que c'était compliqué. Effectivement, c'était très bien de rentrer le nom de la commune dans l'outil qui était en ligne. Mais néanmoins, quand une entreprise a des établissements partout en France, ce qui va l'intéresser, c'est finalement où ça commence et est-ce qu'elle ne peut pas avoir un projet un peu global pour l'ensemble de ces établissements, même si tous ne basculent pas en même temps. Parce que finalement, c'est ce que vous disiez, il y a un coût à la migration, donc c'est un projet global et on ne va pas commencer à faire de la dentelle en s'occupant d'un établissement dans un coin, je ne sais pas, dans l'Allier, et puis on fera après la Normandie, et pour finir par le Pays Basque. Donc il y a un moment donné, je pense que pour une entreprise, il faut qu'il y ait un sujet, donc un projet. Et ça, je trouve que du coup, c'est pas forcément bien, c'est pas tellement facilité pour les entreprises de ce point de vue-là. Après, nous, on va en parler juste après, mais on insiste beaucoup sur les usages. On a fait l'année dernière, j'ai reviens d'un tour de France de l'IA, avec énormément d'entreprises qui ont montré des exemples très, très positifs. J'en reparlerai, et ça peut inspirer d'autres entreprises. Donc je pense qu'on peut continuer à progresser sur l'information. Nous, on va y contribuer, mais on a besoin d'être un petit peu aidé pour ça. Merci beaucoup. Alors pour finir, Monsieur Delamotte, du coup, vous êtes le représentant d'Adista, donc opérateur spécialiste du marché entreprise. Est-ce que le choix de la fibre se pose encore dans les projets télécoms que vous menez finalement avec vos clients, et quels sont les freins à proposer de la fibre partout ? Bonjour Denis, merci de m'avoir invité. Donc effectivement, Adista est un opérateur de services. On utilise les opérateurs d'infrastructure pour fournir nos services. Alors, beaucoup de mes confrères conférenciers ont dit déjà beaucoup de choses très intéressantes, donc je vais essayer de compléter sur quelques sujets. Alors, le cuivre, déjà, effectivement, la fibre, c'est vraiment la norme, il n'y a plus de sujet là-dessus. Et si jamais d'aventure, il y avait des clients qui étaient intéressés par le cuivre, on va tout faire pour les dissuader d'y aller. Et preuve à l'appui, c'est que je leur explique que l'opérateur historique
a eu, sur l'année dernière, 3 augmentations successives de tarifs, 15%, 20%, 30%. Et donc, on arrive à des tarifs dissuasifs du cuivre par rapport à la fibre. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Et là où il nous demande du conseil, ça va être plutôt sur la typologie de fibre. Est-ce qu'on part sur du FTTO, du FTTE, du FTTH? Donc ce sont des variantes de fibres avec des avantages et des inconvénients pour chacune. Mais ce sujet sera abordé après. Non, l'enjeu, il est plutôt sur la bonne connectivité et la continuité de service. Et alors à ce titre, alors, le baromètre parle de la fibre, mais quelle est la demande finalement des entreprises sur les solutions de type RDN ou satellite? Est-ce que c'est aujourd'hui un sujet qui devient important pour assurer cette continuité de service? Alors, ça reste assez marginal. Néanmoins, on a une catégorie de clients qui sont intéressés par ce type de service. Ce sont les pompiers, notamment, qui ont besoin, dans le cas d'intervention, font des bulles tactiques et ils interviennent sur des feux. Et à ce moment-là, le satellite a tout son intérêt, puisque souvent, en plus, c'est des zones assez inaccessibles et donc la 4G n'est pas forcément tout à fait pertinente. Donc le satellite est une bonne réponse. Et puis, ça a quand même un certain coût, le satellite. Hein, c'est plus cher que de la 4G. Donc, ce n'est pas forcément la solution de backup la plus utilisée. On est plus en backup sur du FTTH ou de la 4G. Et donc, en fait, la bonne connectivité pour nous, en tant qu'opérateur de service, on va plutôt conseiller nos clients d'aller vers du FTTO, qui est une fibre opérateur, avec une GTR, on en a parlé tout à l'heure. Et nous, ce qui nous intéresse dans les territoires, c'est d'avoir plusieurs opérateurs d'infrastructure pour donner le choix aux clients. Et donc ça m'amène au point de la continuité de service. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, maintenant on est tellement dépendant de l'Internet, du cloud, enfin de la data en général, que plus de connectivité, une entreprise s'arrête. Et donc la double, voire la triple possibilité d'avoir des opérateurs, c'est très très important pour nous. Voilà. Merci beaucoup. Alors on va peut-être passer désormais à la deuxième partie de cette table ronde et de ce baromètre. Le temps de changer de pupitre, puisque du coup on s'est beaucoup intéressé à l'infra dans cette première partie. La réalité, on le voit, c'est que l'infra désormais est globalement plutôt disponible. Les entreprises petit à petit arrivent à migrer vers la fibre. Et en revanche, on va le voir dans les éléments complémentaires du baromètre, la question se pose sur l'adoption des usages, puisque la réalité, c'est que ce qui fait la puissance finalement économique, le développement économique des entreprises va passer par le développement des usages numériques. Alors on parle beaucoup de l'IA, on en reparlera tout à l'heure bien entendu. Vous allez voir qu'il y a quelques éléments à ce sujet dans la présentation de ce baromètre. Alors, premier sujet, et qui va montrer le décalage avec finalement le sujet de l'adoption de la fibre. On a interrogé les entreprises pour savoir quel était le poids des dépenses IT et télécom dans leurs investissements, dans leurs dépenses au quotidien, et on l'a fait en pourcentage du chiffre d'affaires. Moi, j'avoue avoir été extrêmement surpris par les chiffres, puisqu'on voit que 79% des entreprises dépensent moins de 2% de leur chiffre d'affaires dans les sujets IT et télécom. Alors bien entendu, ça peut varier selon la taille de l'entreprise. C'est encore plus vrai pour les petites entreprises et il est vrai que pour les entreprises globalement de plus de 100 salariés, on a un poids un peu plus important, ce qui est forcément rendu possible par la taille des budgets. Toutefois, ce chiffre, je le mets en perspective d'une étude européenne qui a montré que la moyenne européenne de dépenses est de 3,7% du chiffre d'affaires dans les sujets IT Télécom. Et pour moi, c'est révélateur finalement de l'importance du développement des usages. La fibre arrive, la fibre est là, elle est même dans les entreprises, et pourtant, les usages, parfois, mettent encore du temps à arriver et à se développer. Alors, on va chercher à comprendre, finalement, quels sont les usages qui se développent et comment est-ce qu'ils se mettent en place. Et pour le coup, on a interrogé les entreprises sur les usages déjà en place, ceux qu'ils utilisent aujourd'hui. Et là, il y a des évolutions très fortes d'une année sur l'autre. Cette question, on la pose désormais depuis 5 ans. Depuis très longtemps, le sujet des usages relativement classiques, des transferts de fichiers volumineux, de la visioconférence, des communications unifiées sont des choses qui apparaissent comme étant de plus en plus développées dans les entreprises françaises. Le vrai sujet numéro 1 aujourd'hui qui est apparu, qui était 3e l'an dernier et 5e il y a 2 ans, c'est le sujet de la cybersécurité. Alors on a commencé à en parler un petit peu avec M. Mécantard du coup sur l'importance
de la cybersécurité, de la sécurité des données. C'est le sujet numéro 1 aujourd'hui en termes de préoccupation dans les entreprises et vous allez voir dans les questions suivantes que ça transparaît également dans les projets futurs. En revanche, l'intelligence artificielle, peut-être pour noter, puisque c'est vrai que c'est la thématique de ces UTNT cette année, eh bien, il n'y a que 14% des entreprises qui nous disent avoir mis en œuvre des projets liés à l'intelligence artificielle. Alors, c'est d'ailleurs même un tout petit peu moins que ce qu'on avait pu mesurer l'an dernier. Alors, il ne faut pas forcément tenir compte de cette petite variation. À la limite, ce qui m'intéresse plus, c'est de voir qu'il n'y a pas vraiment de croissance sur ces sujets par rapport à ce que nous avions pu mesurer l'an dernier. Si on reprend un tout petit peu de hauteur en regardant les grands postes de dépenses, comment les entreprises dépensent leur budget IT Télécom? De manière finalement assez naturelle, le premier poste de dépense, ce sont les logiciels métiers. C'est normal, c'est le sujet qui est important, c'est ce qui va permettre à l'entreprise de fonctionner. Le deuxième sujet, c'est celui de la téléphonie fixe, des communications unifiées, qui permet justement de communiquer en interne et avec ses clients. Et le troisième sujet, c'est celui de la connectivité télécom, c'est-à-dire vraiment l'accès télécom qui va être commandé à un opérateur. Et en revanche, c'est après que peuvent se poser quelques questions. On voit la cybersécurité encore une nouvelle fois apparaître en 4e poste de dépense devant les sujets d'hébergement et de cloud qui, pour le coup, semblent peut-être un petit peu faibles par rapport à ce que l'on aurait pu s'attendre de manière générale sur le marché. Alors, on va y revenir tout après sur un certain nombre de questions. On a également posé la question donc, à ce panel d'entreprises, quels étaient leurs projets, non seulement ce qu'ils utilisaient aujourd'hui, mais quels étaient leurs projets pour les 3 années à venir. Et ça, on voit des tendances se dessiner qui sont un petit peu différentes. Alors toujours, la cybersécurité, très nettement devant, hein. 33% des entreprises sondées nous disent qu'elles ont l'intention de développer des projets liés à la cybersécurité. Alors NIS 2 n'est peut-être pas encore totalement en place dans les entreprises. En revanche, on le sent bien. La cyber, c'est un sujet qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, on le voit d'autant plus que la question telle qu'elle était formulée était les usages qui sont créateurs de valeur. Et quand on voit la cybersécurité apparaître très nettement en première intention, on se rend compte que ce n'est probablement pas un usage créateur de valeur, c'est un usage protecteur qui est absolument nécessaire pour ensuite permettre le développement d'usages beaucoup plus créateurs de valeur. Le deuxième sujet, c'est le développement de la présence en ligne au travers d'un site web marchand. Forcément, c'est des sujets aujourd'hui incontournables pour une entreprise. Une entreprise qui n'est pas visible sur le web, forcément, ne va pas avoir le même développement. Et le troisième point, cette fois-ci, qui est intéressant, on aura l'occasion d'y revenir dans la table ronde, c'est quand même le sujet de l'intelligence artificielle qui pointe en 3e position au travers de 2 critères, l'amélioration des processus métiers et le développement de solutions d'IA générative qui vont aider l'entreprise à se développer. Ces 2 sujets portant ensemble près de 25% des entreprises, en tout cas, qui souhaitent développer des projets liés à l'intelligence artificielle. Donc on sent une volonté, on sent une appétence, peut-être pas encore dans des projets concrets, mais en tout cas dans des perspectives qui se dessinent. Et je pense que c'est aussi justement un des sujets majeurs de savoir comment les accompagner. Alors on a parlé des différents usages, mais la réalité c'est que la plupart de ces usages s'appuient sur des données. Et d'ailleurs, que ce soit l'intelligence artificielle, les logiciels métiers, tout ça, ça s'appuie sur des données. Et le premier sujet, c'est de savoir où sont hébergées ces données. J'ai été, moi, personnellement, très surpris de la réponse à la question qui est sur, la partie de gauche du tableau. 63% des entreprises nous disent aujourd'hui stocker leurs données sur un serveur interne à l'entreprise, sur le site de l'entreprise. Alors on parle souvent dans l'écosystème de cloud, de data center, de cloud privé, d'hyperscaler, etc. La réalité, alors attention, c'est bien en nombre d'entreprises et pas forcément en taille des projets, hein, puisque généralement les grandes entreprises sont celles qui ont déjà basculé vers des solutions de cloud avec des budgets beaucoup plus importants que celui des petites entreprises. Mais en nombre d'entreprises, on le voit, le sujet de l'accès aux données, de la protection des données, il est encore finalement intéressant de voir qu'il y a des questions à se poser. D'ailleurs, la question moi, qui me vient et qu'on ne s'est pas posée dans ce baromètre, mais qui fera probablement l'objet de celui de l'année prochaine, c'est celui de la sécurité, du PRA, du PCA, de où sont sécurisées ces données, parce que la réalité, c'est que ça soit en termes de cybermalveillance, mais aussi en termes de protection physique, héberger un serveur dans le sous-sol de son entreprise, c'est extrêmement risqué. Les risques d'intrusion, les risques d'incendie, d'inondation, etc. peuvent mettre à mal l'accès aux données, et on le sait, sans les données, l'entreprise aujourd'hui, eh bien, finalement, il y a un énorme risque sur sa pérennité. Le deuxième sujet sur lequel on s'est intéressé, c'est les projets qui ont trait à l'hébergement.
Et alors là, il y a une tendance qui se dessine qui est majeure. Et je pense que pour nous, acteurs du numérique, pour nous, acteurs du développement économique des territoires, c'est un sujet qui forcément doit nous intéresser. Pour les entreprises qui ont un projet d'évolution de leur solution d'hébergement dans les prochains mois, pour 50% d'entre elles, elles souhaitent migrer leurs données vers un data center de proximité. Et pour 25% d'entre elles, dans un cloud souverain. On sent la prédominance du sujet de la proximité des données, de la protection, de la maîtrise dans un environnement sécurisé pour savoir où sont les données. Alors, ce n'est pas totalement surprenant quand on fait le parallèle entre les deux questions, entre où sont hébergées les données aujourd'hui, où vous projetez de les mettre demain. Les entreprises, probablement, qui hébergent les données dans le sous-sol de leur entreprise, dans un serveur directement sur le site de leur entreprise, ce qu'elles cherchent finalement, c'est à pouvoir maîtriser où sont stockées leurs données, où sont les serveurs, pouvoir y accéder. Alors, la réalité, c'est qu'on n'a pas besoin d'y aller tous les jours, mais il est vrai que ça rassure probablement de savoir où sont hébergées les données. Et pour le coup, le sujet du data center local est un sujet qui répond à cette problématique, parce que ça permet d'avoir un meilleur niveau de sécurisation, mais ça permet quand même d'avoir accès à ces serveurs de manière simple, à proximité de chez soi, dès qu'on a besoin d'y aller. Pour le coup, nous qui sommes aménageurs des territoires avec des réseaux de fibres, forcément, ça nous pose aussi des questions sur comment est-ce qu'on doit corréler ces projets de data centers locaux avec la présence des réseaux fibres, comment ces data centers vont être interconnectés finalement aux réseaux fibres existants et s'assurer qu'on ait bien une cohérence de développement entre les réseaux fibres et les projets de data centers qui sont portés d'ailleurs, et on aura l'occasion d'y revenir souvent, par les collectivités elles-mêmes qui cherchent justement à sécuriser l'accès aux données au travers de data centers avec une maîtrise régionale, une maîtrise départementale, voire extrêmement locale. Alors pour finir cette présentation, eh bien, je m'attarde sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui de la RSE et de la problématique environnementale dans le numérique. Et alors on a été plutôt positif finalement dans ce baromètre sur le développement de la fibre. On a vu que les usages, il y avait des frémissements en tout cas dans les projets, même s'ils n'étaient pas totalement adoptés. En revanche, le sujet de l'impact du numérique dans les politiques environnementales est un sujet qui régresse, puisque de manière assez surprenante, cette question, ça fait la deuxième fois qu'on la pose, on l'avait déjà posée en 2024, on voit globalement que les sujets de RSE dans les choix numériques sont des sujets qui ont moins trait dans les entreprises en 2025. On a moins 6 points sur la question, est-ce que c'est une priorité majeure pour vous que d'adresser le sujet de la RSE sur l'environnement numérique? Tout ça se reporte sur le « ce n'est pas une priorité », donc on a plutôt des entreprises qui aujourd'hui sont plutôt frileuses à entamer des projets RSE. Et on le voit d'ailleurs dans la deuxième question que l'on a posée, c'est comment est-ce que vous traitez ces enjeux numériques, ces enjeux environnementaux dans vos choix numériques. Alors même si on voit des problématiques relativement intéressantes, hein, le recyclage du matériel, le sujet de la consommation énergétique des équipements informatiques, la réalité c'est que le chiffre qui marque, c'est celui qu'on vous a mis en gros. 35% des entreprises nous disent qu'elles n'ont aucun projet lié à l'enjeu environnemental dans leur choix numérique. Et ça, c'est quelque chose, quand on voit les ambitions qu'affiche la France de manière générale en termes de réduction de ses gaz à effet de serre, en termes de réduction de son impact sur le climat, eh bien on voit qu'aujourd'hui, ces sujets RSE sont peut-être une valeur d'ajustement dans un environnement politique qui est un peu incertain, un peu flou, dans un environnement budgétaire, économique pour les entreprises qui est un peu flou. Probablement que la variable d'ajustement se fait sur ces enjeux RSE et c'est forcément aussi une question qui doit se poser pour nous, c'est comment est-ce qu'on accompagne au travers de politiques publiques finalement la capacité pour les entreprises d'adresser réellement ces enjeux environnementaux dans leurs problématiques numériques. Alors je me retourne une nouvelle fois vers la table ronde puisqu'on a plein de sujets à échanger ensemble. Alors, Monsieur Mécantard, je vais commencer par vous, sur la ville de Dijon. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas vous poser la question de comment est-ce que vous contribuez à l'aménagement numérique pour les entreprises du territoire, mais plutôt je vais poser la question de l'élu qui a une collectivité qui elle-même a des enjeux numériques pour elle-même ou pour les usagers finalement des services publics. À quels enjeux vous devez faire face aujourd'hui dans les choix numériques de la ville de Dijon finalement et dans le développement des usages pour la ville de Dijon ? Merci pour votre question. Sur les usages, j'allais dire que nous, on n'est pas,
on a des politiques qui font appel au numérique et qui permettent effectivement, qui nécessitent d'avoir un déploiement de la fibre avec le meilleur débit possible, etc. Mais par exemple, il y a les territoires à énergie positive, il y a eu des présentations au niveau de l'exposition qu'on a fait avec l'Union européenne. Bon, il y a de grandes politiques comme ça. Hein. Alors là, pour le coup, le RSE est plutôt intéressant. Non, nous, ce qui vraiment est important, c'est si on s'assimilait à une entreprise, nous, on est obligé, par exemple, d'avoir des clouds souverains, on est obligé de mettre nos données, je ne sais pas, toutes les institutions publiques, j'allais dire, hein, quand on est dans de la comptabilité publique, etc., on doit pouvoir avoir la maîtrise de nos données, notamment les données financières et comptables. Et on voit bien que dans les préoccupations qui sont celles qui ont été exprimées, j'en parlais tout à l'heure sur la cybersécurité, quand vous arrivez dans une commune un jour, c'est arrivé même dans des hôpitaux, enfin je pense aussi aux communes, il y en a eu dans la région, et puis que le jour J, c'est écran noir, il faut se remettre à travailler, comment on va faire, etc. etc. Donc ça, pour le coup, ça nous parle directement, ce qu'il y a dans le baromètre, sur la question des clouds, même locaux, enfin c'est pas des clouds, du coup, c'est des data centers locaux, ça c'est des questions prioritaires. Alors ça, on le fait comment ? Il y a des choses qu'on fait de nous-mêmes, il y a d'autres institutions publiques qui le font, auxquelles on aide. Par exemple, l'Université de Bourgogne a un data center important, c'est utile par exemple pour les données de la recherche, des laboratoires de recherche. Hein. Il y a des travaux d'échange qui se font avec la région. Je veux dire qu'il y a une espèce de synergie qui peut se mettre en place entre les opérateurs publics pour la question du service public. Et je pense que justement cette question du service public, compte tenu des contraintes, parce que les citoyens, ils ont le droit de nous demander, et ils le font, où va l'argent. Et donc nous, on doit être en mesure de leur répondre. On ne peut pas leur dire, ah ben oui, mais on nous a piqué nos données, ou je ne sais quoi, et donc on ne peut plus répondre à vos problèmes. Donc ça, c'est un point clé. Hein. Pour l'aspect RSE, oui, effectivement, c'est une préoccupation qui a baissé dans ce que vous indiquez. Mais les gens répondent souvent, alors là je ne parle pas en tant qu'élu, plus en tant que citoyen, les gens répondent, commencez déjà à demander aux bateaux qui sillonnent les porte-containers, qui sillonnent le monde et qui ont une part de responsabilité mais énorme par rapport je ne sais plus combien c'était de millions de voitures pour une seule journée d'un seul bateau, enfin d'un seul porte-container. Bon, voilà, donc c'est une mauvaise réponse. C'est pas une bonne réponse, mais c'est une réponse quand même. On n'est pas les premiers, et malheureusement, il ne faudrait pas que ce soit une réflexion qui se généralise et qui aboutisse à ce qu'on gagne plus de degrés que prévu. Voilà, alors... Merci beaucoup. Oui, il y a plein d'autres choses à dire, mais je crois qu'il y a plein de monde pour oui, je suis désolé, on a aussi quelques contraintes de temps, mais en tout cas, merci pour ce que vous avez partagé. Je vais peut-être me tourner vers vous, Monsieur Delamotte, peut-être en tant qu'acteur aujourd'hui, donc coopérateur. Vous êtes à la fois acteur sur la connectivité, mais vous avez également un grand pan de votre activité qui concerne les usages de manière relativement large. On le voit, la cybersécurité est le premier point et centre d'attention des entreprises dans l'ensemble des questions qu'on a pu poser dans cette édition 2025. Quelle est votre vision finalement des usages qui sont aujourd'hui demandés par les entreprises ? Est-ce que c'est les entreprises qui vous demandent ? Est-ce que vous êtes prescripteur auprès d'elles et conseiller du développement des usages ? Alors effectivement, la cybersécurité, c'est au cœur des préoccupations. C'est vraiment une priorité absolue, comme vous l'avez mentionné, d'ailleurs l'enquête le montre bien. Je fais juste un petit aparté, c'est la santé est très en avance maintenant par rapport au reste des entreprises. Ils ont tellement été attaqués qu'ils ont vraiment franchi un cap par rapport aux entreprises en France. Alors, en fait, il y a une maturité des entreprises et sur la partie cloud, c'est-à-dire que ce côté, j'ai besoin d'avoir les serveurs chez moi, ça rassure, c'est par habitude, voilà. Et puis aussi parfois c'est par prudence, c'est-à-dire que
Le fait d'entamer une migration, ça veut dire qu'il y a de la confiance qui doit s'installer, soit avec le partenaire qui va vous aider à migrer, soit dans les infrastructures vers lesquelles vous allez déposer vos données. Et comme on le disait tout à l'heure, les données, si on a pour une mairie, c'est impossible. Voilà, on ne peut plus travailler. Donc ça aussi, il y a cette forme de prudence. Il y a et on le voit aussi dans votre enquête, il y a une réflexion aussi à mi-chemin vers le cloud, c'est-à-dire le data center de proximité. C'est effectivement un local où on va pouvoir héberger les données, pas trop loin de chez soi, mais aussi en optimisant ses propres coûts. C'est-à-dire avoir un data center et salle informatique, déjà ça coûte cher, ce n'est pas forcément aux normes en termes de redondance électrique, de climatisation, alors qu'un data center de proximité, vous avez toute cette infrastructure qui est prête pour ça. Et j'aurais 2 tendances de fond à vous dire sur la partie évolution vers le cloud, c'est l'hybridation et le SaaS. Alors l'hybridation, c'est le fait d'avoir à la fois un serveur encore en interne, mais aussi de profiter de la flexibilité du cloud. Donc ça, c'est vraiment une tendance lourde. Et le SaaS aussi, qui s'applique aussi bien pour les petites que pour les grandes entreprises, mais surtout pour les petites. C'est une solution clé en main, donc le SaaS, Software as a Service. Vous avez le logiciel métier, vous avez l'hébergement, vous avez la sécurité, vous avez ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle, voire même parfois le plan de continuité d'activité, tout inclus. Et donc ça, c'est très rassurant. Alors effectivement, on en revient au sujet de départ, il faut une bonne connectivité pour avoir accès à tout ça. Mais donc à ce moment-là, on conseille, nous les entreprises, à avoir au moins 2 fibres pour garantir cet accès-là. Mais en tout cas, c'est une tendance, le SaaS, c'est vraiment une lame de fond. Après, il y a des sujets plus connexes, mais qui sont importants, c'est la sauvegarde externalisée et le plan de reprise d'activité, notamment pour des départements. Si j'ai le temps, j'en reparlerai. Mais il y a plein de choses qui se passent à ce niveau-là. Merci beaucoup, c'est extrêmement intéressant et ça rejoint, je pense, cette réflexion, ce que l'on a pu évoquer tout à l'heure sur la simplicité et la lisibilité des offres. C'est vrai que du coup, concevoir des offres différentes entre les grandes entreprises et les petites entreprises, c'est certainement aussi une des clés de la réussite. Madame Desmerlet, du coup, avec le MEDEF, vous avez réalisé un tour de France de l'IA et vous avez rencontré, j'imagine, beaucoup d'entreprises. Quelle est votre vision finalement à la suite de ce Tour de France de la maturité numérique, alors des entreprises, mais de l'écosystème de manière générale, des pouvoirs publics, pour être en mesure d'accompagner finalement le développement de ces nouveaux usages? Alors, je ne peux pas faire une analyse de tout l'écosystème, ça serait un petit peu long, mais effectivement, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'entre octobre 2024 et février 2025, on a fait un Tour de France, 20 villes, 20 événements, une centaine d'entreprises qui ont témoigné d'expériences de mise en œuvre d'outils d'IA, mais dans des domaines très variés. Ce qui est très intéressant, c'est que moi j'ai senti, je pense que nous avons senti au MEDEF une réelle émulation, c'est-à-dire que ces usages qu'on ne voit pas arriver là dans la liste, il y a la cybersécurité un peu obligée parce qu'avec NIS 2, de toute façon il faudra tous s'y mettre, et puis le nombre d'attaques dans le secteur public mais dans le secteur privé aussi font qu'il n'y a plus du tout de choix. Mais sur l'IA, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une émulation au sens où beaucoup de chefs d'entreprise nous ont dit, de toute façon si on ne s'y met pas, c'est les salariés qui viennent eux-mêmes avec leurs outils d'IA, on va se retrouver avec du shadow IA, ça ne va pas du tout. Et donc dans des domaines aussi variés que la communication, que les processus industriels ou que la performance énergétique, on a eu des cas, donc je cite en vrac et sans discrimination de personne, la famille Rivoire à Toulon qui nous fait une assistante virtuelle sur les réseaux sociaux pour vendre son vin partout dans le monde, alors que c'est une petite production. On a Corsica Linea qui économise 4% de son carburant annuel grâce à l'IA, c'est quand même 10 000 tonnes de CO2 qu'on s'est épargné, voilà, ça peut servir aussi à ça. C'est une petite entreprise qui suit les sponsors des clubs amateurs qui s'appelle All Sponsored à Vierzon, qui fait de l'analyse d'images avec son IA et qui permet aux sponsors de clubs amateurs de montrer qu'ils ont été visibles sur les réseaux sociaux et plein de choses comme ça. Et donc tout ça c'est très innovant et donc oui, ça va donner, je pense, envie et besoin de connectivité. Et en plus, et ça je trouve ça très intéressant dans votre étude, ça ne m'a pas tellement étonné, même si le chiffre est choquant, quand vous dites qu'une grande partie donc, de vos entreprises qui ont été interrogées sont à leur grande majorité encore sur des infrastructures internes. Moi je ne suis pas tellement étonnée parce que le chiffre que j'ai souvent en tête, c'est
70% des données dans le cloud sont chez les hyperscalers, mais il y a 70% des données qui ne sont pas dans le cloud. Donc ça recoupe complètement ce chiffre-là. Ça veut dire aussi que pour vous tous, il y a un boulevard, enfin je l'espère en tout cas, pour dire aux entreprises pourquoi c'est intéressant de migrer vers un système au moins hybride et de passer sur certains usages, en tout cas dans le cloud, et à ce moment-là, de le faire effectivement en toute conscience, en choisissant un interlocuteur qui offre des garanties de sécurité et de souveraineté qui, pour les opérateurs publics, sont sans discussion, et pour les opérateurs privés, je pense que ça a un véritable intérêt à être regardé. Merci beaucoup, c'est extrêmement intéressant. Et bien entendu, je vais vous êtes disponible Si vous pour voulez, échanger sur tout oui, ça. si vous voulez le résumé de notre Tour de France, il est disponible sur perspective.ia, c'est le site du MEDEF sur l'IA. Voilà. C'est passionnant. Alors, je vais peut-être justement interroger Madame Olsanski. Vous qui êtes opérateur d'infra, alors on l'a vu, hein, le sujet de la criticité de l'accès pour accéder aux données, c'est un sujet extrêmement intéressant. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les entreprises sont réellement à même de faire les bons choix et qu'elles ont une bonne lisibilité des offres qui leur permettent justement le développement des usages numériques? Alors, c'est une bonne question. Le premier point qu'on a évoqué tout à l'heure et qu'on s'est souvent dit, c'est qu'effectivement, il y avait une forme d'opacité sur la différence entre l'écart qu'il y a factuellement entre les différentes offres, sur le plan technique, sur le plan de l'accompagnement et du support, et ce qui permet derrière de garantir ou pas une continuité de service, et également se prémunir contre un certain nombre d'attaques également qui peuvent parvenir. On sait quand même tous que la cybersécurité, un des piliers, c'est quand même l'intégrité physique, pour commencer. Ce qui est important, je pense, pour leur apporter cette grille il faut leur donner une grille de lecture en face. On ne peut pas non plus complètement dire à chaque fois c'est de la faute des opérateurs. Il faut qu'on se donne une grille collective. C'est-à-dire que vous avez d'une part des OIV qui vont avoir un certain nombre de besoins qui sont bien définis et qui sont traités. De l'autre côté, vous avez le grand public qui a un certain nombre de besoins qui sont bien traités. On a un ventre mou entre les deux, avec des entreprises un peu de tout type, qui pour certaines sont plus attaquées que d'autres. On a parlé tout à l'heure du secteur financier, hospitalier, et santé et financier, c'est les deux secteurs, avec le public aussi qui sont très attaqués, ces trois secteurs-là. Je pense que ce qui est important, nous ce qu'on aime bien, c'est reprendre la grille de Nice 2 et de Dora. Je mets un peu les pieds dans le plat, mais je pense que ça c'est très aidant. Quand on fait un screening complet finalement de qui va se faire attaquer où, et de à la fois l'architecture technique et puis les moyens qui sont réellement mis en place, et quand je dis réellement, c'est réellement, pour le support et pour les opérations, ça permet d'une certaine façon de remettre les choses au carré et de se dire voilà, on a une offre FTTH qui a été construite pour le grand public, que les entreprises peuvent utiliser, pas de problème. Pour autant, elles savent que c'est une offre grand public qui a été construite avec des points de fragilité, parce qu'il n'y a pas motif au niveau français d'avoir une organisation OIV pour le grand public, pas de débat. Pour autant, vous savez que si vous mettez vos données et si vous avez votre activité qui est liée à ce réseau-là, ce ne sera pas du 7.7.24, c'est pas le cas. Et à nous aussi de faire le travail pour ne pas afficher des choses qui derrière vont amener une forme, non pas, même pas d'ambiguïté, mais même de malentendu. Quand vous prenez du FTTH, vous n'avez pas de garantie. C'est comme ça. Si vous avez une garantie, dans le meilleur des cas, vous aurez une garantie achetée à l'opérateur de 24 heures et qu'il n'est pas toujours acheté, il faut le savoir. Non mais c'est voilà. Donc ça c'est le premier point. Après vous avez le FTTO qui lui est un réseau qui est dédié. Nous en faisons, Covage en fait, Bouygues en fait, tous les grands opérateurs d'infra, Orange en fait, tous les grands opérateurs d'infra ont également des réseaux FTTO qui ont été conçus pour les entreprises, qui sont des réseaux dédiés, qui ne passent jamais normalement par une armoire de rue, qui ne passent que par les propres câbles de l'opérateur, par ses propres boîtes, qui ont normalement derrière des équipes qui sont là pour les maintenir, les soutenir et venir en fonction des garanties en 4 heures ou 7/7/24/24. Donc voilà, il faut vraiment appeler un chat un chat. Et au-delà de ça, vous avez maintenant également qui émergent des réseaux de fibre noire qui sont opérés directement par les entreprises ou par leurs opérateurs en fonction de leur taille et de leurs compétences, et par les collectivités publiques également. Et ces réseaux-là sont également ces réseaux donc, de fibre noire et de Wave également, et de LAN-to-LAN, enfin voilà, de tout ça, sont également là pour compléter. Donc je pense que le point, c'est pour qui, pourquoi, selon quelle modalité, et puis donnons une grille un peu lisible pour chacun.
Merci beaucoup, c'est très clair. Et en effet, je pense qu'il faut garder la cohérence de bout en bout pour s'assurer finalement du développement des usages. Madame Le Dieudeville, alors cette fois-ci avec la casquette d'Intercommunalité de France qui regroupe les différentes intercommunalités. Alors je ne vais pas vous poser la question de l'aménagement du territoire, on l'a parlé tout à l'heure, mais peut-être plutôt en tant que client ou développeur vous-même de stratégies numériques pour les différentes collectivités que vous représentez. Quels sont parmi les adhérents d'Intercommunalité de France les grands enjeux numériques identifiés aujourd'hui alors là, je vais faire comme vous, je vais vous parler un peu baromètre. Je vais peut-être être beaucoup plus bref parce que nous sortons tous les 2 ans Intercommunalité de France et France urbaine. Donc on regroupe l'ensemble des intercos allant de la petite communauté de communes de 3 à 5 000 habitants à la grande métropole de plus d'1 million d'habitants et les grandes villes. Un baromètre de maturité. Là, je vais plutôt vous parler de maturité numérique. Il va sortir dans 2 jours officiellement, mais je voulais juste, je vais prendre 3 grands thèmes. Vraiment nos priorités, on partage la plus grande, c'est la cybersécurité. C'est un enjeu énorme. C'est un enjeu déjà depuis plusieurs années. On s'y intéresse énormément. Mais on voit qu'en fonction des territoires, cette maturité, elle est plus ou moins grande. C'est peut-être un peu comme pour les entreprises. Plus on est petit, mais on se sent concerné. Ou bien, tout simplement, on ne sait pas par où commencer, parce que c'est parfois le problème. Mais on se rend compte quand même que tout ce qui est dans la phase amont de la cybersécurité, tout ce qui va être la sensibilisation, l'anticipation, on commence à se débrouiller, on va dire, mais dans tout ce qui est la phase aval et tout ce qui va être la résilience, alors chez nous, les résiliences des territoires, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc ça va être les plans de sauvegarde, ça va être toutes les reprises d'activité. Là, on est tous dans les choux, on va dire, et les grands territoires s'en sortent vaguement mieux que nous. Un autre aspect qui, chez nous, c'est exactement l'inverse, par contre, de votre baromètre, c'est le numérique responsable, qui est parti il y a 2 ans, enfin 2 ans et demi, de bon dernier, parmi notre maturité, à premier de la liste. Et je pense qu'il y a plusieurs choses qui viennent en faveur de ça. D'abord, on a beaucoup travaillé, nous, Intercommunalité de France, au travers des interconnectés d'une association qui travaille beaucoup sur la maturité numérique, sur la culturation numérique des élus, mais aussi des agents avec sur plusieurs aspects. Et la loi Rennes aussi, qui nous a bien incité à nous intéresser à la question, réduire l'impact environnemental, l'empreinte environnementale du numérique. Et on a vraiment travaillé sur les étapes, mais et je dirais presque tous, tous à partir de 50 000 habitants, il y a quelques plus petites collectivités qui s'y intéressent aussi, mais globalement, on est surtout sur le Green IT, c'est-à-dire, comme vous d'ailleurs, ça va être le recyclage, la gestion des déchets numériques, ça va être l'achat de matériel reconditionné, ça va être des tas de comportements. Et il y a un autre aspect, et là je vais arriver sur le dernier aspect, nous, c'est tout ce qui pourrait servir nos politiques publiques et notamment beaucoup de territoires sont sur la transition écologique. C'est pour ça que l'aspect numérique responsable prend sa part, mais ça peut être toutes nos politiques, transition énergétique, transition écologique, on est en pleine transition, globalement. Mais il y a un aspect qui est toujours de notre maturité, où c'est un thème qui est toujours bon dernier, c'est la data et l'IA. Alors, on est ajouté l'IA, il y a 2 ans, il n'y avait pas l'IA, mais il y a un manque de maturité, de compréhension, et je pense que l'enjeu est le même pour tout le monde, c'est un problème de culture numérique. Nous avons un vrai, tous, problème de culture numérique. On ne sait pas ce que c'est que la donnée, on ne la maîtrise pas, on ne sait même pas qu'on produit de la donnée, ne serait-ce que dans une collectivité. Pourtant, on a un service habitat, urbanisme, on fait pas mal de choses. Donc, il y a des données de l'habitat qui peuvent servir à tout ce qui va être la rénovation énergétique. Voilà. Et ça, c'est un vrai gros problème parce que si on ne maîtrise pas notre donnée, si on ne met pas en place, et ça, c'est pour les entreprises pareil, et c'est peut-être là où, pour ça que l'IA n'avance pas, si on n'a pas maîtrisé notre donnée, si on n'a pas mis en place une gouvernance de la donnée, on ne mettra pas correctement en place des outils IA. Donc on est, comme les entreprises aussi, je suppose, submergés d'offres,
on ne sait pas quoi en faire. Enfin, alors on a en fait, les collectivités, il y a les élus surtout, il y a deux écoles, hein, ceux qui veulent surtout pas en entendre parler, et puis ceux qui font 7BC n'importe comment. Donc c'est un danger des deux côtés, c'est très important. Et nous, si on veut vraiment, et justement l'apport de la fibre, l'apport de tout ça, c'est on veut devenir territoire connecté et durable, donc ça va très bien ensemble. Donc il va falloir vraiment avancer sur cet aspect numérique responsable, sur cet aspect data IA, gouvernance. Et je trouve ça important. Alors je voulais juste faire un petit aparté qui s'adresse aux législateurs, puisqu'on parle de data center. Avec le projet de loi sur la simplification de la vie économique. On a affaire à une injonction contradictoire, c'est qu'on veut bien développer tout, accueillir des data centers et tout, mais nous on est soumis au zéro artificialisation nette. Donc Intercommunalité de France souhaiterait que quand il y a des projets de gros data centers sur des territoires, ils deviennent projets d'envergure nationale pour être sortis de notre sobriété foncière, parce qu'on ne peut pas d'un côté accueillir des data centers et accueillir des entreprises, on est obligé de faire un choix, à un moment donné, et comme on nous obligera d'une certaine manière à accueillir des data centers, donc voilà, je le redis aux législateurs. Merci beaucoup, c'est extrêmement intéressant. Alors du coup, en effet, Monsieur Michelet, il me reste à vous poser la dernière question de cette table ronde. On a beaucoup entendu parler d'initiatives au niveau des collectivités, d'initiatives au niveau des entreprises, mais quelles sont les actions aujourd'hui du CSNP et du Sénat plus largement pour justement coordonner ces politiques publiques pour le développement des usages numériques? Alors, merci. Ça va être long. D'abord, je vais rebondir sur le sujet des data centers et leur intégration dans notre patrimoine économique, mais aussi sur l'impact direct de notre capital à bâtir pour chacune des collectivités. Alors, il y a eu une excellente loi, non pas parce qu'elle soit du Sénat, qui permettait d'amender justement la loi ZAN, ça s'appelle la loi Trace, pour laquelle j'ai fait 13 amendements. J'en avais fait plus, mais ils n'ont pas tous passé. Et notamment sur ces sujets-là, il y a dans la loi Simplif aussi l'intégration, une petite intégration quant au data center. Et là où je vous rejoins complètement, en fait, on a la réponse législative, si tant est que la loi Trace soit un jour débattue à l'Assemblée nationale. Le précédent Premier ministre nous l'avait promis. Bon, il n'a pas eu le temps de tenir sa promesse. Le prochain nous le promettra peut-être. Qui permettait de régler ces sujets d'artificialisation en marquant en fait ce grand mouvement des data centers comme étant des PNE, des projets d'envergure nationale et européenne. Et du coup, si on flèche les data centers comme étant un PNE, avec l'amendement que j'ai fait, il sortirait du capital local. Ça, c'est la première réponse. Donc le législateur a pour moitié fait son travail et puis reste à ce que cette loi soit débattue à l'Assemblée nationale. Plus précisément sur le développement des usages numériques, entreprises et publics, puisque le sujet est quand même un peu lié. D'abord, on a deux grands mouvements qui arrivent, qui nécessairement vont modifier dans 2 ans, 2 ans et demi, l'image de votre étude. C'est d'abord la dématérialisation des factures. Donc les entreprises, forcément, quelle que soit leur taille, elles ont un comportement différent quant à la numérisation, quant au sujet numérique au sens large. Donc là, il y a un grand mouvement qui s'installe. Le deuxième auquel je pense, c'est évidemment Nice 2, puisque, vous le disiez tout à l'heure, le Sénat, on a travaillé sur Nice 2. La CSNP, on a fait un très gros rapport autour de Nice 2, parce qu'en fait, il y avait quand même des amendements à faire dans cette transposition. On a tout fait pour que ce ne soit pas une surtransposition, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on reste, ce qui est assez dur chez nous, c'est quand même un exercice, ça. Donc on a essayé et on y est à peu près arrivé. Au regard de ce qu'on sait faire d'habitude, on y est plutôt arrivé. C'est-à-dire qu'on colle assez bien à la directive européenne. On a amendé un peu parce qu'on a des particularités, notamment au niveau des collectivités locales. Certaines étaient impactées par Nice 2, mais n'avaient pas la taille critique pour s'en sortir. Donc je pense que ces deux grands mouvements vont vraiment démocratiser, j'y crois sincèrement, les usages. Et au niveau du Sénat, j'ai interpellé à plusieurs reprises tous les ministres qui se sont occupés du numérique ces 2 dernières années.
en leur disant quand même quelque chose de fondamental. On a, quoi qu'on dise, on peut créer toutes les solutions. D'ailleurs, vous le disiez très bien, madame, on a plein de solutions, on croule sous les solutions. On a un sujet essentiel, c'est la compétence. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, c'est encore plus criant dans le monde public, mais c'est également vrai dans le monde privé. On a un sujet de compétence. Alors on peut bien faire tous les outils qu'on veut. Moi je rencontre énormément d'acteurs dans l'IA, dans les softs, etc. et qui disent j'ai fait des salons mais on ne sait pas de quoi je parle. On a un sujet de compétence et j'ai demandé à maintes reprises aux différents ministres de remettre des mathématiques à l'école, parce que c'est quand même une réalité, et de féminiser à fond le monde du numérique, parce que là aussi c'est une réalité. Et je ne sais pas si c'est les seuls marqueurs, mais en tout cas, à mon niveau, je travaille énormément là-dessus et je proposerai à la CNCNP de monter un groupe de travail l'an prochain, justement sur les compétences disponibles qui pour moi sont un vrai sujet. J'ai rencontré notre grand faiseur d'IA dont on a entendu parler la semaine dernière, vous voyez de qui je parle, IA français. Vous l'avez ? Bien. Où en fait ils ont aspiré le monde des compétences de développement plutôt high level, ils sont 200. Et il n'y en a plus disponible sur le marché français. Donc la compétence, pour moi, est essentielle et il faut qu'on réintègre, et j'insiste, cette notion de maths et qu'on féminise le job. Ensuite, on a quand même un vrai sujet pour avoir rencontré, alors pas au niveau des organisations patronales, mais à mon niveau, on a quand même un sujet législatif aujourd'hui. Le monde numérique est mal accompagné d'un point de vue législatif et ce qui porte les échanges entre clients et fournisseurs, c'est le droit commercial. Et ça pose quand même des difficultés et beaucoup d'avocats que j'ai pu rencontrer spécialistes sur ces sujets-là nous disent que leurs clients ne veulent pas y aller parce que quand tu signes avec un Américain, pour parler des Américains, parce que les Français sont parfaits, bien en fait tu ne sais pas trop où tu vas, dans la propriété intellectuelle on te met tout et n'importe quoi, et à un moment on ne sait pas où sont tes datas, et justement la gouvernance de data, et c'était très juste ce que vous disiez tout à l'heure, est mal protégée quant à ces sujets de droits commerciaux. Alors j'aurais vraiment encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous dire spécifiquement à la CSNP comment est-ce qu'on intègre justement les usages et comment est-ce qu'on veut développer les usages du numérique aux entreprises. La première réponse, c'est que j'ai proposé au ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, de nommer Maxence de Merlet, qui est à côté de moi, comme personne qualifiée à la CSNP, justement pour qu'on ait cette notion autour du numérique, l'entreprise / le public, comment est-ce qu'on utilise. Donc c'est la première réponse. Et puis on en a quelques autres autour des groupes de travaux qu'on fait. On lance un groupe de travail dès demain, puisque Maxence se rejoint à la CSNP demain, autour de l'usage de l'IA dans les entreprises. Donc la CNCP, je pense qu'on rendra le rapport fin d'année, tout début d'année. On sera tous les deux, Maxence et moi, investis sur ce groupe de travail, toujours avec cette idée de montrer un chemin législatif tant pour le Sénat que pour l'Assemblée nationale, mais aussi sensibiliser l'écosystème sur la réalité. Et en parallèle de cela, le Sénat lance, et c'est moi qui le porte, mais c'est une coïncidence, lance autour de la délégation aux entreprises un gros rapport qui sera rendu fin mars, début avril, sur le numérique dans nos entreprises françaises, croissance, décroissance, sécurisation, souveraineté. Et donc on présentera ce rapport lors de la journée des entreprises au Sénat. Donc voilà, quelques illustrations, mais je reste persuadé que la formation est essentielle, et tant qu'on n'y sera pas, on subira, et vous ne vendrez pas. Et je voulais terminer, pardonnez-moi, mais c'est promis, j'arrête. Comme on dit toujours au Sénat, le numérique, c'est politique. Merci beaucoup pour ce message. Je pense qu'en effet, on l'a vu au travers des différents échanges, il y a une vraie coordination des acteurs au niveau local, entre le monde privé, le monde public, les acteurs nationaux. Moi, ce que j'entends finalement, c'est qu'il y a encore d'énormes perspectives sur ces sujets, que notre baromètre aura certainement des chiffres qui vont évoluer. On l'espère, on aura l'occasion de vous les présenter dans les années qui suivent. En tout cas, je vous remercie toutes et toutes d'avoir participé à cette table ronde. J'espère que cela vous a intéressé. Et on est bien entendu tous disponibles dans les allées du salon si vous avez des questions à poser ou si vous souhaitez échanger sur les différents sujets abordés cet après-midi. Merci à tous, merci à toutes et merci à vous.